Voilà, c'est parti. Alors, on se retrouve là ce soir pour la fin du chapitre sur les stocks. Nous avions corrigé une grosse partie du premier exercice. D'accord? On va terminer cette partie et enchaîner sur le deuxième exercice. Et je vous ai préparé un exercice qui avait été proposé pendant la session de 2010, donc issu bien sûr de l'annale de 2010, et vous verrez à quoi vous pourriez être éventuellement confronté comme difficulté si le chapitre sur les stocks devait faire partie de l'examen l'année prochaine. Alors, je vais partager mon écran pour que nous reprenions. Alors, dans un premier temps, y a-t-il des questions en particulier sur ce que nous avons fait euh, en début de semaine ensemble? Des éléments sur lesquels vous voudriez que je revienne ou des explications que vous n'avez pas comprises? A priori, c'est clair pour tout le monde, donc je peux continuer. Donc, sur l'exercice numéro 1, ici, nous étions arrivés à la troisième fiche de stock qui était relatif à la méthode PEPS, donc première entrée, première sortie, ou encore FIFO, First In, First Out. Euh, cette méthode, comme je vous l'avais dit, je crois, en début de semaine, elle est particulièrement employée dès qu'on va gérer les stocks de denrées périssables. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est évident que quand on gère des denrées périssables, les premières denrées qui vont être consommées, c'est-à-dire qui vont être sorties du stock, ce sont celles qui seront entrées en premier pour éviter que la date de péremption soit atteinte et qu'il y ait des pertes. Celles qui sont entrées en dernier, normalement, elles ont une date de péremption entraînée plus loin que celles qui sont arrivées en premier dans les stocks. Voilà pourquoi cette méthode est employée souvent dans la gestion de stock de denrées alimentaires, notamment quand on fait la gestion de stock des légumes provenant pour une cantine, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça, il faut connaître cette justification. Pourquoi on emploierait plutôt cette méthode qu'une autre méthode, que la méthode des coûts unitaires moyens pondérés. Donc il faut connaître cette explication de façon à pouvoir justifier un choix que l'on vous aurait donné à faire euh, en vous demandant de proposer une méthode de gestion. Ou bien en vous disant, voilà, Monsieur Tartampion, il a décidé de gérer les stocks en méthode PEPS. À votre avis, est-ce la meilleure méthode? Donc, autant les calculs sont pas très compliqués ici, plutôt même relativement évidents et relativement simples, autant il est tout à fait nécessaire de connaître la justification de l'emploi d'une méthode ou d'une autre méthode. Alors, on va continuer sur cet exercice numéro 3. Je vous rappelle qu'on gérait les entrées de légumes. A priori, les quantités sont en kilos. On a des prix qui nous sont donnés. On avait déjà établi les fiches du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée et la fiche du coût moyen unitaire pondéré par période. Donc, on avait commencé le début de la fiche PEPS et on s'était arrêté à l'entrée en stock du 20 avril avec 30 kilos qui étaient rentrés en stock à 15,80 € pour un total de 474 euros. Et on avait donc maintenant trois produits différents. Alors, ils ne sont pas différents, ce sont les mêmes produits, mais ils ont des références différentes puisqu'ils ne sont pas le même prix. Notamment un produit où on a encore 20 kilos à 15 euros, qui est le plus ancien. Vous voyez que c'est le premier dans ma liste. Dans la liste qui est établie au niveau du stock, ici, c'est le premier dans ma liste. Ensuite, une entrée de 30 euros qui avait eu lieu le 10 avril pour 15,20 € et une entrée de 30 kilos, celle du 20 avril, pour cette fois-ci 15,80 €, un prix de 15,80 €. Le 23, on va encore avoir une nouvelle entrée, le 23 avril. On va avoir une nouvelle entrée.
Et cette fois-ci, on va rentrer 35 kilos de notre produit pour un prix total de 549,85, ce qui va nous donner un prix unitaire de 549, bien sûr, divisé par 35 kilos à 15,71. Donc voilà un nouveau prix, d'accord? Donc j'en aurai, je vais reprendre ici mes trois prix précédents, plus le dernier que j'ai rentré, 35 kilos à 15,71, donc pour un total de... Voilà pour ce que j'ai en stock après l'entrée du 23 avril. Maintenant, regardons ce qui se passe le 24 avril. On va attaquer avec deux sorties, une sortie le 24 et une sortie le 28. On va ici d'abord traiter la sortie du 24 avril. Alors, je dois sortir au total, je dois sortir 60 kg. D'accord? Au total, j'ai besoin de sortir 60 kg. Donc, je vais sortir d'abord, je regarde ce que j'ai sur les plus anciens, j'en ai 20. Donc, je vais les sortir, 20 kg à 15 euros. Ensuite, sur les suivants, ceux-là, il n'y en a plus. Sur ceux-là, les 30 kg à 15,20 €. Et enfin, il me manque encore 10 kg pour avoir mon total de 60 kg. Je vais devoir sortir 10 kg sur le 15,80. Je vais totaliser ici mes prix. Voilà. Donc on voit bien, hein, les premiers qui ont été sortis, ce sont ceux à 15 euros. Ensuite, on a tapé sur ceux à 15,20 et ensuite ceux à 15,80. On a réussi à sortir nos 60 kilos sans toucher à ceux à 15,71. Donc on n'y touche pas. Alors combien en reste-t-il à 15 euros? Ben, il n'y en a plus. 0 à 15 euros. Alors, je vais peut-être faire le calcul puisque ça fera 0. Combien en reste-t-il à 15,20 €? J'ai sorti la totalité, 0 à 15,20 €. Combien en reste-t-il à 15,80 €? J'en ai sorti 10, j'en avais 30, donc il m'en reste 20. 15,80. Et combien m'en reste-t-il à 15,71? Ben, les 35, je n'y ai pas touché. Donc il me reste les 35 kg à 15,71. Alors, attendez, je vais répondre après à votre question. Je termine juste sur cette opération-là. Vous voyez que mes deux prix à 15 et 15,20, je les ai indiqués. Mais sur une copie, il serait inutile de les indiquer. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est tout. On indique que les 15,80 et les 15,71. Ici, je les ai simplement indiqués pour bien vous faire comprendre que là, il n'y a plus de kilos à 15 euros, il n'y a plus de matière non plus à 15,20. Sur votre copie, à l'examen ou dans la rédaction de votre télé, il est inutile de marquer les points, les produits à 15 et à 15,20, puisqu'il n'y en a plus. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je vais répondre à la question de votre camarade. Alors, qui me disait quoi? C'est quoi la manipulation à faire sur Excel pour faire les calculs avec les colonnes, etc. Bah, il suffit juste de toujours commencer son calcul par le signe égal. Je vais vous le détailler correctement sur ma dernière feuille ici. Regardez bien. Donc ici, sur le 28,4. D'accord, c'est encore une sortie. C'est encore une sortie. Là, je vais avoir besoin de sortir 10 kg. 10 kg, je vais avoir suffisamment en 15,80. D'accord,
ici pour les 15,80. D'accord, ce sont les plus anciens, puisque ça, j'en ai plus. Hein. Donc ici, je ne sais plus qui m'avait posé cette question. C'était Elodie. Elodie, pour faire un calcul sous Excel, on commence toujours par le signe égal. Et puis on vient faire le calcul que l'on veut, c'est-à-dire ici, je clique sur la cellule qui contient le 10. Multiplier, c'est une étoile. Les autres signes, les autres opérateurs sont conformes, c'est-à-dire le plus, c'est le plus, le moins, c'est le moins, le divisé, c'est le slash. D'accord. Il n'y a que le multiplier où c'est pas le X, mais c'est l'étoile. Je viens cliquer ici sur la cellule qui comprend le prix unitaire, je fais entrer, le calcul se fait tout seul. Donc, ici, concernant ce qui reste maintenant en stock, sur ceux à 15,80, il m'en reste donc à 15,80. Je ne vais pas reprendre ceux de dessus puisqu'il n'y en a plus. Hein, et à 15,75. Et sur ceux qui sont à 15,80, il ne m'en reste plus que 10 puisque j'en ai sorti 10. C'est normal qu'on ne voit pas votre écran, je pense que c'est de votre côté, Clémence. Puisque les autres, a priori, voient mon écran. Et moi-même qui me suis connecté sur un deuxième poste, je le vois. Et je me connecte en tant qu'invité. Donc, a priori, d'accord, je vais me reconnecter alors. Pour les autres, il n'y a pas de souci. On confirme bien que vous voyez mon écran. Hein. Oui, d'accord, ça marche. Donc ici, concernant ceux à 15,71, je n'y ai pas touché, donc il me reste bien les 35 à 15,71. Je vais pouvoir faire ensuite mes calculs. Je commence sur Excel là, par égal. Je vais choisir la cellule multipliée par ça. Hop, et entrer. Voilà, donc dans mon stock, il me reste des éléments à 15,80 et des éléments à 15,71, 10 pour le premier prix à 15,80 et 35 kilos pour les éléments les plus récents qui sont rentrés au prix de 15,71. Y a-t-il des questions pour la résolution de ce type de méthodologie ou de l'emploi de cette méthodologie PEPS pour la fiche de stock? C'est clair pour tout le monde? Alors, Salma me dit oui, donc ça veut dire oui, il y a une question, oui, c'est clair. C'est bon. Ok. Donc, allons-y pour. En effet, je voudrais savoir, sinon, si on fait. Allez-y, Salma, dites-moi ce que vous voulez savoir. En fait, excusez-moi, en fait, je voulais savoir si on doit faire la moyenne de prix en fait, par exemple, de la première entrée du produit au prix initial et nouveau prix, on fait la moyenne ou on le met en fait avec le prix initial, le prix d'après. D'accord. Alors, ça dépend des méthodes. Dans la méthode ici que l'on vient de voir, c'est la méthode pour laquelle on ne fait pas de moyenne. D'accord. On garde le prix tel qu'il a été. Vous voyez qu'ici, j'ai sorti cela à 15 euros sans faire du tout de moyenne. J'ai gardé mes deux prix différents. Le premier qui était à 15 euros et la deuxième entrée qui était à 15,20. Et au moment où il y a eu une autre entrée, le 20 avril, j'ai gardé les trois prix sans du tout faire de moyenne. Alors que dans la première méthode, la méthode du coût unitaire moyen pondéré, après chaque entrée, je fais la moyenne en employant la méthode que l'on avait mis en place ici, c'est-à-dire j'additionne les quantités, j'additionne les coûts totaux, pardon, et je calcule le coût unitaire moyen pondéré. Coût unitaire moyen pondéré, mais comment pourrait-on la différence de prix? Alors, mais comment pourrait-on justifier la différence de prix? La différence de prix, elle vient de la méthode qui a été employée, tout simplement. Alors, effectivement, ça peut donner des différences, des différences, d'accord? Mais je vais vous donner une information. Alors, vis-à-vis d'un client, je vous rappelle que là, on est en prix d'achat, d'accord? On ne parle pas des prix de vente. Ici, la seule chose que l'on vous donne, ce sont des prix d'achat. Or, le client, lui, il a le droit à son prix de vente. Donc, vous aurez appliqué un coefficient multiplicateur ou un taux de marge pour trouver votre prix de vente. Et a priori, le prix de vente, il ne bouge pas. Mais malgré tout,
malgré tout, euh, quand on utilise une méthode, on est légalement obligé de continuer à utiliser toujours la même méthode tout au long de la vie de l'entreprise, par exemple. Alors, si l'entreprise a décidé d'employer la méthode des coûts unitaires moyens pondérés après chaque entrée, elle devra le faire. Alors, peut-être pas pour tous les produits, elle peut avoir des méthodes différentes pour des produits différents, mais dans tous les cas, pour chaque produit, si la méthode est la méthode du coût unitaire moyen pondéré, elle devra employer cette même méthode tout au long de sa vie. C'est un principe comptable qui est le principe de permanence des méthodes pour éviter que l'on choisisse la méthode qui soit la plus avantageuse pour l'entreprise. Ça me paraît un petit peu évident. Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Alors, on avait le même type d'exercice. Je vais peut-être aller juste un petit peu plus vite. Oui, question? Question, pas question? Bon, question, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Alors, sauf si vraiment il y a des choses qu'il faut réexpliquer, hein, vous n'hésitez pas, hein, mais on est sur exactement les mêmes choses que ce que l'on a fait précédemment. C'est le même exercice, d'accord? Les trois méthodes, avec là, cette fois-ci, on parle de monture de lunettes. Il n'y a pas de question. Il y a Salma qui me dit non, mais je ne sais pas de non à propos de quoi. Alors, on regarde, on écoute bien, je refais l'explication malgré tout, tout en détail, d'accord, avec les trois méthodes. Donc, trois méthodes qui peuvent amener à des coûts différents, hein, il n'y a pas de souci. C'est normal, ce sont des méthodes de calcul différentes qui vont amener à des prix différents. Alors, ici, on gère des entrées et des sorties de lunettes, d'accord. A priori, on est chez un opticien. Donc, la première chose que l'on fait, de toute façon, ça sera commun aux trois fiches de stock, c'est l'indication du stock de départ. Le stock de départ, ici, au début du mois de juin, il est de 20 montures. Donc, je l'indique au niveau du stock de départ et ligne que j'appelle stock initial. Vous pourriez l'appeler stock de départ, ça reviendrait strictement au même. Vous donnez la référence que vous voulez. Donc, on a 20 montures à 82 euros paire. Donc, ce qui va me donner un total ici de... Alors, je vous mets quand même le détail ici, il n'y a pas de calcul pour les 20, les 82, il n'y a pas de calcul non plus. Et ici, j'ai simplement fait 20 fois 82. Voilà pour le détail des calculs qui seront ici sur le côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 17 juin, je vais regarder, je ne sais pas s'il y a des choses avant, j'oublie le 15 juin. Le 15 juin, il y a un achat, donc une entrée. D'accord? Si je fais un achat, ça veut dire que ça va rentrer dans mes stocks. Une entrée de 30 montures à 80 euros. 30 montures à 80 euros. Pour donc un total de 2400. Et effectivement, ici, puisque c'est fait après chaque entrée, Salma qui me posait la question tout à l'heure, dans cette méthode, on va faire une moyenne. Donc la moyenne, comment elle est faite? J'additionne les quantités que j'ai en stock plus l'entrée, c'est-à-dire 20 plus 30. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, j'additionne les coûts, 1640 plus 2400. Et donc, je divise, donc ici, plus les 30, d'accord. Deuxième partie de la méthode, j'additionne les coûts que j'avais déjà en stock plus la nouvelle entrée. 4040, et je vais diviser le 4040 par 50 pour connaître le nouveau coût moyen. Le nouveau coût moyen ici. Et donc, on a un nouveau coût moyen de 80,80 euros. C'est tout simplement l'application de la méthode que l'on a vue précédemment, que vous retrouvez là, le calcul de ce qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré. Le calcul du coût moyen doit se faire après chaque entrée. Après chaque entrée, vous faites votre calcul, puisque concernant les sorties, elles se feront toujours au coût moyen unitaire pondéré. Donc ici, le 17, j'ai une sortie, d'accord? J'ai une sortie de 20 montures. Les 20 montures vont être faites
au prix de 80,80 €. Les sorties se font toujours au prix que l'on avait en stock. Maintenant, combien m'en reste-t-il? Il m'en reste tout simplement 30. Donc ici, pour faire ça, j'ai fait 50 moins 20, puisqu'il y en a 20 qui sont sortis. Le prix, je connaissais, il n'a pas bougé, 80,80 €. Et ensuite, je vais simplement faire mes 20, mes 30, pardon, 30 multiplié par 80,80 €. Alors, opération suivante, celle du 20 juin. Celle du 20 juin, c'est un achat. À chaque fois, dans cette méthode, dans la méthode du coût moyen unitaire pondéré, après chaque entrée, à chaque fois qu'il y a une entrée, vous devez calculer le coût moyen unitaire pondéré. On ne touche pas, on ne fait rien quand il y a des sorties, mais par contre, quand il y a des entrées, on calcule à chaque fois le coût moyen unitaire pondéré. Donc ici, mon entrée, d'abord, je vais la constater. Elle est de 55 montures à 85. Méthode de calcul. J'ajoute 30 plus 55. J'ajoute 4675 plus 2424. 30 plus 55, le nombre que j'avais en stock plus la nouvelle entrée, et le coût de mon stock plus le coût des montures qui sont entrées, on arrive à un total de 7099 que je vais diviser par 85. Et je vais donc avoir ici un nouveau coût de 83,52. D'accord. Pas de questions jusqu'à présent? Alors maintenant, je vais regarder les sorties. Donc, les sorties ici, j'ai deux sorties. Une première sortie le 22 juin pour 20 montures. Les sorties se font toujours au coût qui a été constaté en stock précédemment. Je vais maintenant regarder ce qui se passe dans mon stock. Donc, ici, j'aurais fait 85 moins 20. Je les aurai 83,52. Et ici, 65 fois 83,52. 83,52. Ici, je retrouve la valeur qui est en stock. La dernière ligne, c'est une opération de sortie. On va la faire exactement comme on vient de le faire. C'est-à-dire qu'ici, j'en sors 15. 83,52. 65 moins 15. Donc, il va m'en rester 50 à 83,52 puisque le prix n'a pas bougé. Et donc, pour un coût en valorisation de stock de 2176. Alors, je vais emporter le calcul qui a été pratiqué. Donc 65 moins 15 à 83,52. Et donc ici, 50 fois 83,52. Voilà pour la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Toujours pas de questions, hein. C'est clair pour tout le monde. Après, c'est pas très compliqué. Non. Dès qu'on a compris la méthode, et qu'on ne mélange pas, bien sûr, les méthodes, c'est pas très compliqué. On reprend bien ce que je vous ai noté ici pour le calcul à chaque fois. Et normalement, ça passe crème, je dirais.
Alors, voyons maintenant avec les mêmes données. Je vais les reporter sur le côté. Hop, pour que ça soit plus facile. Voyons donc avec cette même donnée, maintenant, la méthode du coût moyen, enfin du coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Ici, on va prendre en compte les entrées avec leur valeur. Donc la première chose, bien sûr, qu'on doit prendre en compte, c'était le stock initial. Le stock initial, il était de 20 montures à 82. 20 montures, pardon, 20 montures à 82. On n'est pas obligé de faire un tableau stock des calculs à chaque fois. Alors, on n'est pas obligé. Attendez, hop, je vais relire votre question. Alors, on n'est pas obligé de faire un tableau stock des calculs à chaque fois pour. Non, 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 bien sûr. Non, 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 non. Le tableau des calculs, c'est juste pour que vous compreniez. Hein. D'accord? Ce que vous devez faire, c'est la fiche de stock telle que je l'ai présentée, qu'elle est colorée ici, hein, d'accord? Mais le tableau que je vous ai mis à côté, c'est simplement pour vous expliquer correctement comment sont faits les calculs. Et vous verrez de toute façon dans l'exercice que je vais vous proposer après, euh, on vous a pré-mâché, on vous a donné le tableau et il faut le remplir, tout simplement. Alors ici, concernant la méthode des coûts moyens unitaires pondérés là, en fin de période, donc je vais rentrer mes achats. Donc ici, j'en ai acheté 30 à 80 euros. Je vais rentrer mes stocks, mais uniquement en quantité. Je ne vais pas toucher au prix pour l'instant. Donc au niveau de la quantité, troisième plutôt opération, celle du 17, on a une sortie de 20 montures. 20 montures. Comme j'ai pas de prix, bah, je sais pas, je peux pas les sortir à un prix, donc je ne m'occupe que des quantités. Évidemment, on va avoir les mêmes calculs au niveau des quantités que vous voyez au-dessus là. Ensuite, le vin, j'ai une entrée de 55 montures. Là, je connais le prix, donc je vais l'indiquer, 85 euros. Et ensuite, j'ai donc au niveau des stocks, maintenant, j'en ai plus 55, ce qui veut dire que j'en ai 85 en stock. Je vais constater mes deux sorties, celle du 22 pour 20, d'accord? Donc il va m'en rester 65. Et celle pour le 25 de 15, donc il va m'en rester 50, ce qui est plutôt concordant avec le résultat que j'avais trouvé précédemment. Une fois que j'ai rempli mon tableau comme ceci en matière de prix d'entrée, quantité en sortie, quantité en stock, je vais pouvoir calculer la moyenne sur la période. Pour calculer la moyenne sur la période, bah, je vais prendre le coût moyen, le coût total du stock plus les entrées. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai additionné 1640, ce que j'avais en stock, plus les 2004, plus les 4675. D'accord? Tout ce que j'ai acheté. Pour combien? Enfin, j'ai payé donc 8775 pour combien? Donc les 20 que j'avais déjà en stock, plus 30, plus 55, donc pour 105. Ce qui veut dire qu'en moyenne, sur ma période, en moyenne, j'ai acheté mes lunettes à 83 euros. Je vais pouvoir reporter maintenant ce coût ici. Et donc calculer mon coût moyen de sortie, qui sera valable pour toutes les sorties, donc que je peux reporter ici, ici et ici. Je fais mes calculs.
Voilà. D'accord. Donc vous avez la méthode de calcul là que je vous ai mis ici. Je vais la mettre un petit peu de couleur. La méthode de calcul qui est là. D'accord. Alors bien sûr, encore une fois, cette méthode de calcul, vous ne devez pas forcément l'identifier sur votre copie. Hein. D'accord. Moi, je dirais que ça peut toujours être valable si on n'est pas trop sûr. Moi, je préfère clairement avoir les calculs. Hein. Je préfère qu'en dessous, alors j'ai vu quelques copies, j'ai même corrigé quelques copies pour lesquelles les gens me mettaient leurs calculs. J'ai trouvé ça plutôt mieux que où j'ai pas les calculs. Alors si c'est bon, il n'y a pas de problème. Si c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est faux, je ne sais pas où je peux aller chercher l'erreur. Et si je ne sais pas où je peux aller chercher l'erreur, c'est faux, c'est zéro. Basta. Alors que si j'avais le calcul, je dis ah zut, j'ai corrigé quelqu'un, je ne sais plus qui avait fait juste une erreur de calcul, je lui ai indiqué, je dis votre méthode est bonne, mais vous avez fait une erreur de calcul, donc je vous mets pratiquement 75% des points ou 50% des points, au moins c'est mieux que d'avoir zéro. Alors que le résultat est faux, puisqu'il y a un calcul qui ne va pas dans le tableau. Et vous remarquez ici que bien souvent, et vous verrez qu'en gestion, bien souvent, on est sur des éléments qui servent pour d'autres calculs. Alors si votre premier calcul est faux, boum, c'est mort, tout le reste est faux. Si vous avez détaillé vos calculs, si vous avez eu le temps, il faut avoir le temps, hein, si vous avez eu le temps de détailler votre calcul, on peut remonter l'erreur en disant, oui, s'il y a faux au départ, évidemment, il y aura faux ailleurs. Mais comme je vois qu'ailleurs, il a bien fait tous ses calculs, je peux au moins lui mettre une partie des points. Voilà comment raisonne le correcteur, ou en tout cas comment moi je raisonne. Alors, passons maintenant à la dernière fiche de stock. Cette fiche de stock, c'est la fiche de la méthode PEPS, du premier entrée, premier sortie. Alors, je vais reporter mon solde initial, qui était le 1er juin. Mon stock initial, d'accord. Je me rappelle, tac, nous avions remonté à 82. À 82. Et on va y aller. Cette fois-ci, par contre, on va ne pas faire de moyenne, on va garder le prix de chaque nouvelle entrée. C'est ce qui va se passer dès le 15 juin. On a une entrée de 30 montures à 80 euros. Dans la méthode du coût moyen unitaire pondéré, on aurait fait la moyenne. Ici, on n'est pas dans cette méthode, on est dans la méthode PEPS ou FIFO. Donc, on va garder l'identification des deux prix. 20 montures à 82, qui sont les plus anciennes, pour 1640. Et ensuite, je garde aussi l'identification du deuxième prix. Donc, je différencie mes entrées à chaque fois. 30 montures à 80 pour 2400. J'ai une première sortie qui intervient le 17 juin. La méthode veut que je... la méthode veut que je prenne d'abord, je sorte d'abord les plus anciennes, c'est-à-dire ceux qui sont à 82 euros. J'en avais bien 20 au départ, et je fais une sortie de 20, donc je vais prendre ceux à 82 euros ici. Donc pour 1640. Et donc, dans mon stock, je n'ai plus que des montures à 80 euros. Celles à 82 euros, je n'en ai plus. Je ne les identifie pas ici parce que c'est inutile. 30 à 80 euros pour 2400 euros. Je vais le 20 juin refaire une entrée. Cette fois-ci, le 20 juin, j'ai des montures à 85. Okay. Donc pour 4675, 85, j'ai un prix différent, donc je vais devoir obligatoirement garder les deux prix différenciés. Je mets en premier celui qui est le plus ancien, c'est-à-dire les 30 montures à 80 euros pour 2400 euros, et je vais mettre en deuxième les montures les plus récentes, c'est-à-dire 55 montures à 85 euros, pour un montant de 4675.
Ensuite, j'ai une sortie de 20 montures. Et ça, le 22 juin. Donc, je sors mes 20 montures et je vais les sortir au prix de 80 parce que vous voyez que j'en ai 30. Donc, j'en ai suffisamment sans devoir aller chercher sur le stock d'après. Donc, ici, je peux prendre sur les montures à 80 euros. Donc, compliqué. Donc, dans les montures à 80 euros, il va m'en rester 10. Et celles à 85 euros, je vais avoir la totalité des 55 montures. Ensuite, il va falloir que je sorte 15 montures. Ces 15 montures, je vais devoir les sortir le 25 juin. Alors, je vais en prendre 10 sur le stock le plus ancien, c'est-à-dire ceux à 80 euros. Il va falloir aussi que j'aille en chercher sur le stock à 85 euros, puisque j'en ai pas assez sur le stock à 80 euros. D'accord ? Donc, je vais en prendre 5 sur le stock à 85 euros. Qu'est-ce qui va me rester? Des 10, j'en ai plus. Enfin, des à 80, j'en ai plus. Il ne me reste plus que des montures à 85 et il va m'en rester 50. Pour une valeur totale de 4250 euros. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Des choses que vous n'avez pas comprises, que je peux réexpliquer sans problème? Alors, a priori, vous avez tout compris, merveilleux. C'est plus compliqué la méthode PEPS, je trouve. Peut-être, ouais, il y a moins de calcul hein, malgré tout, c'est juste une méthode. Hein. Après, avec les colonnes en plus pour le stop. Après, il faut bien se dire qu'il faut la connaître absolument parce que c'est souvent, et vous allez voir, on va le voir ensemble. Je vais juste noter mon titre. On va le voir ensemble, c'est souvent la méthode qui tombe. Hein. Alors, ici, je vous ai mis ce qui avait été proposé dans l'annale, à l'examen 2010. D'accord ? On va revoir un petit peu le contexte. Vous voyez que je vous avais dit, hein, je crois en préambule, quand on avait fait la vidéo un peu de méthodologie et de présentation de la matière, que bien souvent, l'examen comportait 4 parties et que ces 4 parties étaient plutôt équilibrées et en général, elles étaient sur 10 points chacune. Pardon. Ici, exceptionnellement, vous voyez que on avait une partie pour les la méthode est imposée où on aura le choix. La méthode est imposée. Donc, vous allez voir là ce qu'on vous propose. Alors, la méthode est imposée. Si on vous donne la méthode, il faudra appliquer la méthode. Par contre, on peut aussi vous dire quelle méthode vous préconisez. Et encore une fois, si vous êtes sur du produit frais, vous ne pouvez pas choisir la méthode coût moyen interpondéré. Ce serait une erreur. Donc, vous êtes obligé, si vous êtes sur la denrée périssable, vous êtes obligé de passer par la méthode PEPS. C'est tout l'intérêt de la méthode PEPS. Alors, ici, donc, il y aura un tableau vide déjà fait, oui. Oui. Vous allez voir, là, ça va répondre à toutes vos questions. Laissez-moi juste vous présenter les choses et puis vous allez voir que ça va répondre à toutes vos questions. Donc ici, il y a un peu d'éléments de contextualisation. C'est on doit gérer les stocks, je ne sais plus, d'un produit, voilà, du fenouil. D'un produit qui rentre dans la composition d'un menu et dont on veut regarder les stocks. Vous voyez qu'on vous précise, hein, des denrées alimentaires fraîches font l'objet d'un suivi très strict. Les fiches de stock sont établies tous les vendredis pour vérifier les consommations et contrôler les commandes.
Les stocks sont tenus selon la méthode première entrée, première sortie, donc la méthode PEPS. Complétez la fiche de stock de la semaine 36 pour le produit fenouil, qui est mise en annexe. Donc vous aviez, et je l'ai reproduit, alors moi j'ai fait déjà mes petites séparations de lignes, hein, mais clairement vous aviez une fiche de stock comme ça. Alors sans les séparations de lignes, que avec des lignes entières. Pour que ce soit très clair, sans les couleurs évidemment aussi, hein. Hop. Voilà, il y a un tableau comme ça avec des lignes, tout simplement. Voilà, je le refais bien comme ça. Vous aviez, voilà, vous aviez ça comme tableau. D'accord. Alors, donc on vous donnait, vous voyez, quatre mouvements de stock. Un stock initial, un stock, enfin une livraison, donc une entrée en stock, et deux mouvements de consommation, donc qui sont des sorties de stock. Il faut faire la fiche de stock. Alors, je vais vous laisser la faire, d'accord? Je vais vous laisser 5 minutes, allez, 7-8 minutes là, pour la faire dans votre coin, la fiche de stock. Vous avez les éléments ici qui vous permettent de la faire, parce qu'elle n'est pas très compliquée, il n'y a que 4 mouvements. Euh, que vous devez, bien sûr, on vous indique que la semaine 36 va du 29 octobre au 4 décembre. Donc le stock au 28 octobre, au 28 août, pardon, c'est votre stock de départ au 29 octobre. D'accord, c'est votre stock initial. Voilà. Je vous la laisse faire, d'accord, pendant 10 minutes. Méthode PEPS, 4 mouvements à intégrer. Rien de très compliqué. À mon sens, normalement, ça devrait être largement accessible à tout le monde. Je vous la laisse bosser pendant 5 minutes et après, on en fait la correction.
Alors, est-ce que, je pense que peut-être vous avez terminé. Est-ce que quelqu'un n'a pas terminé et veut encore une minute ou deux? Pas terminé, allez-y, je vous laisse terminer. Ok, a priori, c'est bon pour tout le monde. Ok, pour Elise. Ok, bon, si personne ne me dit non, ça veut dire que c'est bon pour tout le monde. Je vais pouvoir. Donc, vous voyez que concrètement, pour un examen, c'était pas très compliqué, hein. Il suffisait juste d'appliquer la méthode. D'accord? D'appliquer la méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On avait d'abord un stock initial en date, alors soit du 28 ou du 29, hein, c'était pas très important. Ici, en date du 29 août, je vais le mettre. Donc, la constatation d'un stock initial de 3 kg à 1,40 €. Je vais faire une autre petite multiplication ici. Voilà, 4 €. Ensuite, on a une livraison, qui intervient le 31 août. Donc, on a une livraison qui va correspondre à une entrée. Alors, on aurait pu marquer livraison, on aurait pu marquer le numéro si on avait eu un bon de réception, par exemple. Une livraison pour 7 kilos au prix de 1,50 €. Donc ici, 10,50, on va garder les deux prix. D'accord? On va garder le premier prix à 3 euros, à 1,40 €, pardon, pour 15 €. Et on va garder le deuxième prix, nos 7 kilos, à 1,50 € pour 10,50. Voilà. Alors moi, je vais réunir mes lignes de façon à ce que ça soit clair. Alors vous, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous tirez un gros trait entre ces deux lignes-là pour montrer que c'est un seul mouvement. Si le tableau est déjà fait, qu'il n'y a pas de deux lignes prévues. Voilà. Ensuite, j'ai deux sorties que je vais constater. Une première sortie ici. J'ai deux sorties. Voilà. J'ai donc le 1er septembre, le 1,9, une sortie de 2 kilos. D'accord, 2 kilos. J'ai suffisamment de quantité ici sur les premiers, là, sur les plus anciens, à 1,40 € pour pouvoir les sortir. 1,40 €, 2,80 € et il va m'en rester 1 kg. Je n'ai pas touché aux 7 kg à 1,50 €, donc ils vont rester eux en place. Je vais ici fusionner juste mes lignes de façon à ce que on prenne bien ce que j'ai fait. Voilà, pour enfin constater la dernière sortie qui a lieu
le 3 septembre. Cette sortie, c'est une sortie. Donc, voilà, et j'ai besoin de 5 kg. Donc je vais prendre 1 kg sur ce 1,40, puisque c'est les plus anciens, donc il faut les écouler. Hein, d'accord, 1,40, donc 1,40, pas compliqué. Et comme il me faut 5 kg au total, je vais devoir prendre 4 kg sur ce à 1,50. Et donc, il va me rester du 5 kg, du 1,50 €, pardon, il va m'en rester 3 kg. Voilà, pareil, je fusionne ici mes cellules de façon à ce qu'on comprenne bien ce que j'ai fait. Et voilà. Voilà, l'exercice est terminé. On me demande ensuite de justifier l'emploi de la méthode PEPS. D'accord, c'était la deuxième question. Alors, ce premier exercice, il était noté sur 4 points. D'accord, le deuxième étant noté sur 6 points. D'accord, vous voyez qu'on a 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Il y avait un point par mouvement. Si vous traitiez bien le premier mouvement, vous aviez un point. La globalité du deuxième mouvement, un point et un point. Donc, un point par ligne. Et ensuite, on vous disait, expliquer pourquoi le gestionnaire a choisi d'utiliser la méthode de valorisation des stocks première entrée, première sortie, de préférence à d'autres méthodes de valorisation. Vous pouvez rappeler qu'il existe d'autres méthodes, comme la méthode du coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée, ou la méthode du coût moyen unitaire pondéré en fin de période, mais que la méthode PEPS est beaucoup plus appropriée quand on fait de la gestion de denrées périssables, car elle permet d'éviter la perte de denrées parce qu'elles auraient atteint leur date limite de consommation. Elles auraient été pérennées. Ça permet aussi d'avoir toujours des denrées plutôt de qualité et de ne pas avoir surtout de perte. Voilà pourquoi cette méthode-là est employée, préconisée dès qu'on va toucher des denrées périssables. Voilà pour la correction de cette annale. Vous voyez qu'il y avait quand même 6 points, 3 points sur 20 à prendre pour ça. Moi, je dis que c'est des points cadeaux. Hein. C'est vraiment donné. Il n'y a vraiment aucune difficulté à partir du moment où on connaît sa méthode. Donc, on a juste le petit point de cours qu'il faut connaître, celui qu'on vient d'évoquer. Et à partir de là, plus aucun problème pour aller choper la totalité des points. Y a-t-il des questions? Oui, je vous écoute, Elodie, ou je vous lis. En fait, j'ai pas bien compris la dernière ligne parce que du coup, en fait, on devait mettre 5 kilos pour la consommation du 3 septembre, mais je vois pas pourquoi on les a pas mis. On les a mis, regardez, ils sont là, mes 5 kilos en sortie. 1 kg plus 2 kg. Je vais vous les rassembler comme je les avais rassemblés là, en mettant une petite accolade. Là, il y a 5 kg au total. Je les ai sortis 1 kg à 1,40 € et 4 kg à 1,50 €. Mais j'ai bien sorti 5 kg au total. Preuve en est, c'est que j'avais 8 kg en stock ici et j'en ai plus que 3. Donc ça veut bien dire que j'ai bien sorti 5 kg. D'autres questions? N'hésitez surtout pas, hein, même les questions qui vous paraissent très bêtes, moi je m'en fiche. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a juste des étudiants à qui j'essaie d'inculquer des notions de façon à ce que l'année prochaine, ça soit cool devant l'examen, devant sa copie d'examen. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, a priori, je comprends, hein, c'est pas un chapitre qui est compliqué. On se retrouve donc demain et où on abordera là le chapitre sur l'amortissement des immobilisations. Puis là, on va commencer un petit peu à rentrer dans le dur. D'accord. Et on verra plus particulièrement la première partie sur l'amortissement linéaire. Le TD, on le fait pour après les vacances ou demain? Si on commence demain, on fera l'amortissement linéaire.
Donc, si vous voulez faire le reste du TD, c'est-à-dire la partie 2 sur l'amortissement dégressif, vous le ferez après vos vacances. Puisque demain, il y aura la première partie, amortissement linéaire. Vous ne pouvez pas donc faire après les vacances l'amortissement linéaire. Vous verrez que c'est un chapitre qui est divisé en deux. Une première partie consacrée à l'amortissement linéaire, c'est une méthode, et une deuxième partie consacrée à ce qu'on appelle l'amortissement dégressif, qui est une deuxième méthode. Celui-ci, cette partie de chapitre, on la verra donc après vos vacances, et vous pourrez donc faire le TD pour après les vacances. Je vous rappelle qu'il n'y a juste que minimum, enfin pas minimum, mais vous devez me rendre 2 TD. Hein. Je ne sais plus qui nous rend le TD à chaque fois. Pas de souci, hein. Je les corrige. Mais après, ça me prend du temps. Juste cette chose-là. Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter là pour ce soir. Et puis, on se retrouve demain pour l'étude du chapitre de l'amortissement des immobilisations. Allez, à ciao tout le monde, à demain.